Bonjour à tout le monde et merci encore une fois d'être là pour rencontrer Alain Bergala. Il est historien, critique, réalisateur. Tout le monde au festival le connaît. Il est un très cher ami de la Cineteca. Il a travaillé avec nous. On a eu la chance d'éditer l'un des volumes qu'il a publié sur l'éducation à l'image, Hypothèse cinéma. On est très content de l'avoir ici pour nous présenter les tout dernières recherches sur Tony, le film qu'on a eu la chance de voir hier au festival. Donc, je lui laisse la place et je me mets de côté du public parce que j'aime vraiment voir votre recherche. Merci à vous. Merci. Bien, bonjour. Bon, j'ai revu Tony hier. C'est un film que je connais par cœur, mais on ne le connaît jamais par cœur. C'est-à-dire que Tony, chaque fois qu'on le revoit, d'un seul coup, il y a plein de trucs qui apparaissent. Pour moi, c'est vraiment un immense film. Bon, je pense que c'est pour vous aussi, puisque vous êtes là. Alors, par rapport aux gens qui travaillent sur Tony, il y a une double chance qui est rarissime dans l'histoire du cinéma. La première chance, c'est qu'on a accès à tous les documents de production, et depuis le travail des gens de Martigues, on a accès aussi à tous les documents sur le vrai fait divers du crime, sur les maisons, les espaces, c'est-à-dire qu'on peut comparer tout ça. Alors, un livre va sortir sur ça. Donc, Sophie Bertrand de Balanda, Sylvie Morata, Lucille Node et Maude Blasco ont travaillé à nouveau sur les archives. Après, Charles Tesson avait fait un texte assez décisif. Il était allé à la Cinémathèque, il avait travaillé sur tous les documents qu'il avait trouvés. Mais l'équipe actuelle qui travaille sur ça a fait des comparaisons avec aujourd'hui. Et c'est évidemment passionnant de voir le devenir de Martigues. On peut suivre les parcours des personnages. Enfin, c'est assez précieux. Donc, on attend avec impatience ce livre. Alors, ça, la première chance, c'est ça, c'est qu'on a tous les documents de production. Ça veut dire qu'on peut vraiment savoir ce qui s'est passé, jour par jour, avant et après le tournage. Et puis, on a une chance, alors, pour moi, extraordinaire, c'est qu'on a un film jumeau, presque jumeau, qui est tourné à peu près en même temps, dans les mêmes conditions de production, dans la même région, qui est Angèle de Pagnol. Et c'est très rare au cinéma qu'on puisse mettre à côté deux films et voir ce que l'un avance par rapport à l'autre. Et là, bon, j'aime beaucoup Pagnol, mais il y a une évidence absolue, c'est que Tony a 35 ans d'avance sur le cinéma français et prépare, si vous voulez, je développerai un peu ça, notamment par rapport... Parce que moi, je ne suis pas sûr que Tony préfigure le néoréalisme italien. Je pense que Tony préfigure la nouvelle vague. Enfin, c'est absurde de dire ça comme ça, mais je pense que le rôle essentiel qu'a joué Tony, c'est par rapport au cinéma français qui va suivre et par rapport auquel il est très très en avance. Alors, le fait que ces deux films ont des gènes en commun, des acteurs en commun, enfin je vous dirais tout ce qu'ils ont en commun, ça permet de, sans que ce soit artificiel ni théorique, de comparer des scènes, c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire de voir comment deux cinéastes, travaillant dans les mêmes conditions au même moment, font des films qui disent quelque chose sur le cinéma. Il y a quelque chose qui est quand même assez différent. Alors, je commence par un truc qui peut paraître évident pour certains qui connaissent bien Renoir. Ce n'est pas un film qui est né d'un projet clairement prépensé dans la tête de Renoir, qui se serait dit « je vais faire un film mutant, je vais être en avance sur le cinéma français ». Ce n'était pas du tout son genre. Renoir n'est pas un conceptuel. C'est avant tout un pragmatique et il fait avec ce qu'il rencontre. Par rapport à ça, Godard sera exactement pareil. Godard n'a jamais dit « je vais inventer quelque chose ». Il invente parce qu'il est obligé, parce qu'il y a des problèmes, etc. Donc par rapport à ça, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ce sont deux cinéastes dont l'invention est pragmatique. Et Renoir citait toujours la phrase de son père, qui disait « il ne faut pas avoir d'idées trop préconçues, il faut être comme un bouchon sur l'eau. Et il faut se laisser porter par les courants, mais en donnant quand même une petite direction vers où on veut aller, mais en laissant venir tous les courants. » Ce film-là, c'est la preuve absolue de ça. C'est que Renoir, quand il fait ce film, est comme un bouchon sur l'eau, et il attrape
toutes les lignes qui le propulsent. Alors je vais en énumérer quelques-unes. Donc il y a des lignes de vie, de gens qui rencontrent, de circonstances, de hasard, de coïncidences, d'un lieu et surtout d'un moment de mutation de la société française. Alors, le miracle de Tony, c'est qu'il se retrouve exactement au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, c'est-à-dire à Martigues. Il aurait tourné ailleurs, le film serait tout à fait autre chose, j'expliquerai après pourquoi. Et au bon moment, au moment où d'un seul coup arrive le pétrole, ou, si vous voulez, où il y a la structure familiale est en train de changer. Donc c'est de la chance, c'est pas que du talent, si vous voulez. S'il n'avait pas eu ces chances-là, Tony n'existerait pas. Alors, évidemment, première chance, c'est Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, on l'oublie toujours quand on parle d'Angèle, c'est un débutant. Marcel Pagnol, avant, écrivait pour le théâtre et il avait beaucoup de succès à Paris, mais il découvre la réalisation de cinéma et il s'enflamme, il est vraiment passionné par le cinéma et il dit même « je ne vais plus écrire sur le théâtre ». Or, c'est ce qui l'avait rendu célèbre et riche, si vous voulez. C'est-à-dire, il dit « je veux faire plus que ça du cinéma ». Et il fait donc son premier long-métrage personnel, c'est Angèle, tourné en décor naturel, avec un acteur qui est inconnu à l'époque, qui est Fernandel. Et le film va avoir un succès incroyable. Du coup, Pagnol devient un auteur de cinéma de premier plan pour le public français. Et Fernandel devient le grand acteur qu'après il va continuer à être. Donc tout ça, on a toujours l'impression que c'est de l'histoire passée, elle se crée sous nos yeux. Pagnol qui fait Angèle, qui fait tourner Fernandel, tout ça se passe dans l'instant. Alors, quand un ami de Renoir vient dire à Pagnol, Renoir voudrait faire un film, on a la moitié de l'argent, on a 500 000 francs, il en faut 500 000 de plus, est-ce que vous voulez bien entrer dans la production ? Pagnol, qui vient de gagner pas mal d'argent avec Angèle, accepte tout de suite parce qu'il a, évidemment, il a beaucoup d'estime pour Renoir et elle est réciproque. C'est-à-dire que Renoir a été très impressionné par Angèle et pense que, à ses yeux, Pagnol est un vrai cinéaste. Et un cinéaste avec qui il aimerait évidemment dialoguer. Alors, c'est pour cela que le film va se tourner à Martigues, que le sujet va se trouver à Martigues. Ça, c'est une autre histoire, je vais en parler après. En tout cas, ce qui intéresse absolument Renoir dans la production de Pagnol, c'est les outils. C'est-à-dire, Pagnol s'est créé à Marseille une structure à peu près autonome, c'est-à-dire il a tout. Il a même le labo pour développer la pellicule. Il a, c'est ça qui intéresse le plus Renoir, il a un camion son qui permet de tourner en son direct partout, y compris dans la colline. Vous verrez les scènes de nuit dans la colline, elles sont tournées en son direct. C'est-à-dire il s'approchait du lieu, il tirait des câbles, et c'était donc, évidemment, par rapport au film que Renoir veut faire, c'était absolument parfait. Et puis c'était des économies, puisque finalement cette structure que Pagnol mettait dans l'argent de la production, ça permettait à Renoir de faire beaucoup d'économies. Voilà, la pellicule et tout ça, c'était des choses qui étaient payées par la société de Pagnol. Alors, Renoir en a tout à fait conscience. Il dit le système Pagnol m'a permis de tourner en immersion à l'endroit où le film se passe. Il dit j'ai vécu avec des gens de Martigues, j'ai amené une caméra, nous avons tourné comme ça, avec des gens du pays, et en respirant l'air du pays, en mangeant la nourriture du pays, et en vivant absolument la vie de ses ouvriers. Bon, c'est très beau, hein, c'est effectivement très, très en avance sur le cinéma qui se tourne à ce moment-là en France, où cette idée d'être en immersion, de vivre avec les gens, de manger comme eux, ce n'était pas tout à fait à la mode. Alors, autre hasard, c'est celui de les amitiés, les relations de Renoir qui vont se retrouver toutes dans ce film. Bon, d'abord, il y a Marguerite Houlet-Renoir qui s'appelle Renoir, mais qui n'est pas sa femme. Elle n'a jamais été sa femme parce qu'il ne pouvait pas divorcer avec Catherine Essling. Et donc, c'était sa monteuse depuis longtemps. Il vivait avec elle. Et Renoir, c'est un fils de riche, hein, puisque vous imaginez le prix des tableaux de son père, le milieu dans lequel il vivait. Et Marguerite Houlet, elle
Elle est d'origine ouvrière. Elle a été élevée dans une famille de syndicalistes et de militants communistes. Et c'est clair qu'elle a sans doute sensibilisé Renoir à la classe ouvrière, pour aller vite. En tout cas, elle a permis à Renoir de voir ces émigrés, ce que c'était. Alors, il y a une coïncidence incroyable, c'est que le tournage de Tony est synchrone avec la naissance du Front populaire. Pendant que Renoir tourne à Martigues, le Front populaire se constitue exactement de façon très très synchrone. Alors, après Tony, et toujours, je pense, grâce à Marguerite, Renoir va entrer dans sa période la plus directement politique de son cinéma, puisqu'il va tourner Le crime de Monsieur Lange, Les bas-fonds, La vie est à nous et La Marseillaise, où il met son art au service du Front populaire et de la CGT. Donc, Tony est la porte d'entrée de ça. Le sujet de Tony n'est pas directement politique, et c'est heureusement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bien plus important que le discours politique, c'est que ce film prend acte d'une réalité qui n'était pas encore inscrite dans le cinéma français. C'est celle de la population des migrants qui viennent de tous les coins d'Europe et qui viennent travailler de façon saisonnière. Alors, ça, c'est aussi comme la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague n'était pas politique, elle était même plutôt de droite, mais il n'y a pas photo quand on regarde les films faits au début des années 60 par la Nouvelle Vague et les films que faisaient les vieux cinéastes, qui étaient de gauche, qui étaient militants. Les films qui parlent de la réalité, c'est ceux de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague prend acte de ce que c'est que la façon de bouger, de parler des gens de la génération plus jeune. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas de discours politique. Et c'est pour ça que c'est un très grand film aussi. Si ça avait été un film plus militant, etc., il y aurait moins cette impression que ce qu'on est en train de voir, on le voit vraiment. On le voit vraiment et on attrape des choses par rapport à ça. Alors évidemment, filmer une nouvelle réalité au cinéma, c'est toujours passionnant, parce que ça oblige le cinéaste à trouver des formes nouvelles. Ça a été le cas de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire trouver des formes nouvelles pour rendre compte des réalités nouvelles. Alors, il y a une chose assez drôle, enfin, si on peut dire, c'est que Marguerite Renoir, quand elle aura quitté Renoir, elle va être accusée du meurtre de son mari. Comme dans le film, je crois qu'elle a été acquittée, enfin en tout cas, elle est passée en procès pour avoir tué son mari. Donc le film continue après pour elle. Alors, l'autre personne essentielle dans ce film, c'est Pierre Gau. Pierre Gau, c'était un ami, c'était quelqu'un qui était un peu spécial, disons, c'était quelqu'un que Renoir avait rencontré avec Braque, Picasso, Derain et Matisse. Donc c'était quelqu'un qui était spécialiste de l'art le plus contemporain. Et c'est le seul film qu'il va faire. Il se fait producteur pour faire ce film. Il n'en produira jamais d'autres. Et il crée avec Renoir une société qui s'appelle Les Films d'aujourd'hui. Ça, c'est en juillet 1934. Et Gau trouve 500 000 francs. Donc, c'est ce que j'ai. Et Pierre Gau va être le directeur de production pendant tout le film. Et il va être toujours du côté de Renoir. C'est-à-dire, lui, il fait ce film pour que Renoir fasse un beau film. Et même quand il y a des difficultés d'argent, etc., jamais une fois, il va lâcher Renoir. Donc, évidemment, Renoir, cette fidélité lui plaît. Et il rêve après de continuer à faire des films avec la même famille. Si vous voulez, ça ne se fera pas. Mais Pierre Gau a été essentiel dans ce film. Et les difficultés ne vont même pas venir vraiment de Pagnol. Elles vont venir du vendeur de Pagnol, qui s'appelle Corbessas, j'en parlerai à la fin. Alors, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est Karl Einstein, qui est embauché comme scénariste. Et lui, c'est un spécialiste de l'art africain. Il a découvert l'art africain. C'est un théoricien de l'art moderne. Et il va fonder avec Bataille, 3 ans après, la revue Document. Donc, c'était aussi. Ça veut dire que ce film, qui est un film sur la réalité la plus brute, est fait avec la collaboration de gens qui sont à la pointe, disons, de la connaissance de l'art contemporain. C'est assez beau. Enfin, je pense que c'est une histoire assez unique par rapport à ça. Alors, Renoir dit Tony, pour moi, c'était la possibilité de tourner réellement, de sortir de ce conformisme imbécile qui est celui de tellement de gens qui dirigent notre industrie. Bref, c'était cette liberté d'esprit et de corps sans laquelle personne au monde n'est capable de faire du bon travail. Ça veut dire que Renoir, qui avait travaillé avec des
les vrais producteurs, si on peut dire, d'un seul coup, là, il trouve une structure dans laquelle il n'a pas besoin d'obéir aux ordres, si vous voulez, ou aux codes de l'industrie. Il a l'argent, c'est comme Godard, hein, il a l'argent, il fait ce qu'il veut avec, et ça suffit. C'est-à-dire avec ça, il se sent totalement libre. Alors, la méthode de ce film, du coup, est évidemment très spéciale. D'abord, Renoir descend écrire le scénario à Marseille pour être à côté de Martigues et pour voir les lieux réels. C'est-à-dire, en même temps qu'il écrit, il est sur les paysages, il sait exactement, il peut voir chaque jour là où il va tourner, ce qui est évidemment aussi une question de méthode. D'habitude, c'est le contraire à l'époque, c'est-à-dire il y a des assistants qui cherchent les décors et après le cinéaste vient et tourne son histoire dans les décors. Lui, il écrit en regardant les décors. Alors, il n'y a pas de version définitive du scénario, c'est-à-dire il part tourner sans scénario, totalement écrit avec les dialogues. Il n'a aucun plan de travail. Il n'a pas de découpage, il n'y a pas de feuille de service. Il part comme Godard pouvait partir dans les années 60. Il part avec l'idée du film, les structures, les acteurs, et il fait avec ça. Alors, Pagnol ne va pas l'embêter du tout. Hein. Pagnol ne vient jamais sur le tournage. Et même Pagnol n'ira pas au rush. C'est-à-dire Pagnol lui laisse toute la liberté de faire et de finir son film comme il l'entend. Alors, en fait, le film commence plus tard que prévu à cause d'Angèle. C'est-à-dire, Pagnol a des problèmes avec les finitions d'Angèle, et du coup, les techniciens de Pagnol ne peuvent pas travailler avec Renoir tant qu'Angèle n'est pas finie et sortie. Et du coup, le tournage retarde et change de saison, puisque normalement, ça devait se tourner plus en été, si vous voulez, enfin plus tôt. Et évidemment, le risque, quand il tourne, c'est qu'il y ait de la pluie. Mais Renoir, contrairement à Pagnol, quand il veut de la pluie, il fait venir de la pluie sur la ferme, etc. Renoir, il est très rossellinien. Il dit, s'il pleut le jour du tournage, il pleuvra dans le film. C'est-à-dire, le cinéma n'est pas fait pour modifier le climat, est plus fort que le cinéma, et on fait avec, là aussi, très godardien, comme principe, disons. Voilà. Alors, j'énumère assez vite les passeurs entre les deux films, Angèle et Tony. Bon, Renoir aurait aimé avoir une troupe d'acteurs. Et Pagnol l'avait faite. C'est-à-dire que Pagnol avait inventé sa troupe. Et Renoir ne voulait pas de vedette. Il voulait tourner ce film à cause du sujet avec des inconnus. Ou en tout cas, des gens, pas des inconnus, mais des très peu connus. Et Pagnol, comme Renoir, n'avait pas peur de l'hétérogénéité du jeu. Chez Pagnol, il y a des façons de jouer des acteurs dans le même film qui sont totalement différentes. Et évidemment, Renoir aussi. Renoir, il a toujours adoré ça, c'est l'hétérogène. L'hétérogène, c'est un des fondements de la modernité au cinéma. C'est-à-dire, quand la modernité est arrivée, d'un seul coup, le principe d'homogénéité n'a plus rien valu. Au contraire, il fallait... c'est Rossellini qui a inventé ça, c'est-à-dire l'hétérogène permettait de faire surgir des choses que l'homogénéité cache. Alors, par rapport aux deux films, Delmont passe d'Amédée à Fernand, c'est-à-dire c'est le même personnage exactement, dans Angèle et dans Tony. C'est l'ami, le confident, bienveillant, généreux, et qui sait, comme Renoir, que tout le monde a ses raisons. Parce que dans Tony, c'est quand même très beau, puisqu'il est à la fois du côté de Marie, et il est à la fois du côté... Il ne prend pas parti, si vous voulez. Il est avec tout le monde. Enfin, il est comme ça, d'une bienveillance absolument générale. Alors, Delmont passe d'Amédée à Fernand. Andrex passe de Louis à Gaby. Donc, c'est un ancien pensionnaire de l'Alcazar de Marseille. Et il a une espèce de façon de jouer totalement invraisemblable d'Antony. C'est-à-dire, il est maniéré, il a des côtés parisiens, etc. C'est-à-dire c'est un personnage odieux dans le film, parce que tout ce qu'il fait est odieux, mais il a du charme. Enfin, finalement, on accepte ça. Alors, l'histoire de qui va jouer Tony, ça s'est joué à une semaine, c'est-à-dire une semaine avant, ils ne savaient pas qui allait jouer Tony et qui allait jouer Josépha.
c'est-à-dire c'était les deux personnages les plus importants du film. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur Tony. Pagnol voulait que ce soit Fernandel, et Renoir, qui finalement était plutôt opportuniste. Enfin, Renoir n'était pas quelqu'un qui dit d'accord, je prends Fernandel, même s'il est trop célèbre, même si ça l'embêtait, si vous voulez, par rapport à ce qu'il voulait faire du film. Et puis, heureusement, enfin, si on peut dire, Fernandel ne peut pas tourner le film parce qu'il y a des retards, etc. Et alors, il faut dire quand même que Renoir avait fait tourner Fernandel avant Pagnol, puisque Renoir avait fait un court-métrage qui s'appelle En purge bébé, où Fernandel était acteur. C'est pas inoubliable, hein, mais enfin, la personne était déjà là. Donc, Fernandel ne peut pas jouer, et à ce moment-là, il y a une histoire compliquée avec un autre acteur. Je ne raconte pas parce qu'on se perdrait dans les détails. Bref, finalement, Renoir fait le choix de Blavette, qui est un drôle de type. Blavette, c'était un fabricant de boîtes de conserve marseillais. Pagnol l'avait rencontré, l'avait fait jouer, et ça devient quelqu'un de la troupe de Pagnol, et il est absolument magnifique dans le film parce qu'il joue assez peu, finalement. Il est, sur le jeu, il est très en avance sur les autres qui en font des tonnes, etc. C'est-à-dire il est sobre, il est assez intérieur, et évidemment, sur le tournage, tout le monde avait peur parce que c'était pas un grand acteur. Tout le monde avait peur que Renoir n'y arrive pas. Et Renoir a eu visiblement, c'est un peu pas bagarré, mais a eu du mal à le faire jouer. Mais tel qu'il est dans le film, c'est absolument magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Alors, je vais passer un peu aux deux films. Alors, on ne sait pas trop sur... Voilà, une scène de Tony dont on peut penser qu'elle a été écrite par Pagnol. Ça serait, parce qu'évidemment, l'histoire des petits chats, ça évoque immédiatement la femme du boulanger, etc. Et puis c'est vrai que le ton de cette scène, et même la façon dont elle joue, est peu renoirien. Il y a quelque chose comme ça d'un peu emphatique, d'un peu larmoyant, qui n'est pas du tout dans le style du film. Voilà, donc dans cette scène, elle est assez mauvaise, elle est totalement théâtrale, elle virevolte sur elle-même, c'est-à-dire que ce n'est pas du Renoir. Enfin, on a l'impression que d'un seul coup, on change de film et qu'on est plutôt du côté de la théâtralité de Pagnol, alors que dans d'autres scènes, elle est très très bien. C'est-à-dire c'est dans cette scène-là où elle en fait des tonnes et c'est pas très très bien. Alors, la grande différence entre Angèle et Tony, c'est que Pagnol filme une Provence paysanne, patriarcale et archaïque. C'est-à-dire, c'est la ferme, le village, c'est un vase clos, c'est le contraire absolu de ce que va faire Renoir, alors que le scénario est presque le même. C'est une femme qui est très aimée par quelqu'un et qui va avoir une aventure avec un autre qui va la détruire. Donc c'est vraiment le même scénario, la même histoire, mais au niveau évidemment du filmage et du dialogue, ça n'a plus grand-chose à voir. Alors, la communauté villageoise de Pagnol, elle est fermée, elle est archaïque, et on lave son linge sale en famille. Et le patriarche est tout-puissant. C'est-à-dire que le père règne sur la ferme, et il faut quand même que le gendre vienne lui demander la main de sa fille, alors que là c'est horrible, puisque Tony vient, il lui dit « Est-ce que je vais épouser ta fille ?» Il attend quand même qu'il y ait un peu de solennité, l'autre lui dit « D'accord ». Il n'y a même pas la moindre discussion sur rien, et après il y a la trahison qui arrive tout de suite sec. Enfin, le côté sec du scénario de Tony, c'est extraordinaire par rapport à là. Il n'y a aucune gestion, si vous voulez, du scénario et des changements comme ça de personnages. Alors, l'univers de Renoir, c'est le contraire. C'est un univers absolument hétérogène. D'abord parce que
il découvre l'hétérogénéité de Martigues, c'est-à-dire il y a la campagne, mais qui est en perte de vitesse, l'endettement, la campagne ne permet plus de vivre. Il y a la carrière, qui est filmée absolument magnifiquement par Renoir, où c'est des ouvriers qui sont des migrants saisonniers, et il filme vraiment, enfin, je trouve que c'est documentaire quoi, sur la carrière, et c'est très très beau. Et puis il y a le pétrole qui commence à arriver, les usines qui vont commencer à occuper le paysage, et Renoir, il voit tout ça, évidemment. Et c'est pour ça qu'il a très envie de faire ce film. Alors, Renoir dit « Le drame que je vais porter à l'écran se déroule dans une cité en gestation, au milieu d'un chantier appelé à devenir un des centres industriels les plus importants de la France. Il a pour acteurs des immigrants, des nomades, c'est-à-dire des hommes non encore stabilisés, chez eux que l'expulsion menace au moindre manquement. Les passions couvrent longtemps en silence, mais lorsqu'elles éclatent, elles dévorent tout. » Donc, c'est le très beau scénario, finalement, du film. Et alors, vous avez vu que les migrants, dans ce film, ils sont de nationalités très différentes. Il y a même un noir, mais qui est totalement provençalisé. Quand il parle, il est exactement comme les gens du village. En tout cas, il y a un noir. Il y a des gens qui viennent à peu près des autres de l'Espagne, qui viennent de l'Italie. C'est-à-dire, c'était les migrations de cette époque où les gens venaient travailler. Alors, la scène initiale est très très belle, puisqu'il y a quand même déjà la police qui contrôle l'entrée des migrants, mais elle est d'une gentillesse absolue. Elle dit « Tu as déjà travaillé ici ? Oui, allez, tu peux passer. » Vous imaginez la situation. Parce qu'évidemment, pour nous, ça résonne très fort avec la situation actuelle, sur les migrants qui arrivent et qui viennent manger le pain des Français. C'était déjà très très fort là-dedans. Alors je vais vous montrer, par rapport au site et tout ça, je vais vous montrer l'extrait de la carrière. Voilà, donc, c'est le plan. Au début, c'est du dialogue, c'est du scénario. Il discute, est-ce que tu irais chercher pour 100 000 francs ? Et après, il fait ce plan sublime où on est derrière les ouvriers et il attend pour avoir dans le même plan le truc qui s'effondre. Et ce que j'adore, qui est magnifique, c'est qu'eux, avec leur corps, ils accompagnent la chute comme ça de la falaise. Donc, c'est vraiment... Tout est vrai, enfin, évidemment, l'explosion est vraie, et l'accompagnement par le corps est vrai, c'est le contraire de ce qu'on a eu avant, qui est du dialogue, comme ça, sur l'argent, etc. Alors, dans les deux films, les passions sont les mêmes. Deux femmes aimées par des hommes sincères qui voudraient les sauver, mais la vie en décide autrement, et le mal arrive. Alors, le mal, chez Pagnol, c'est un Marseillais. C'est un citadin de Marseille qui est un maquereau. Il va prendre Angèle pour la prostituer dans Marseille. Chez Renoir, le mal vient d'un Parisien. C'est-à-dire, c'est le contremaître, c'est lui qui va coucher avec elle. Et alors, c'est un coup de génie, le contremaître, parce qu'il est totalement cynique et il est très sympathique. C'est-à-dire que l'acteur, on ne peut pas détester cet homme, même quand il fait des trucs qui ont l'air comme ça, totalement négatifs, etc. Et je ne sais pas qui dit ça, c'est que finalement, il le fait jouer comme... Renoir fait jouer cet acteur comme lui. C'est-à-dire, il joue le jeu de cet acteur, et renoirien, car Renoir était acteur. C'est-à-dire, pas très bon, mais une espèce de présence comme ça, absolument forte et incroyable. Alors... Peut-être la chose la plus importante par rapport à la différence des deux films, c'est la figure de la femme. Parce que alors là, Pagnol est du côté du passé et Renoir est très en avance sur le statut, disons, de la femme dans le film, dans la famille, etc. Dans Angèle, la pauvre Angèle, c'est une pure victime de la société des hommes et elle est innocente, elle est docile. Et la loi du père règne, c'est-à-dire qu'elle est incapable de résister à quoi que ce soit, et elle est totalement monolithique. C'est les hommes la prennent, la lâchent, etc. Elle est ballottée entre les contradictions des hommes,
Et son désir à elle, il est, comme toujours chez Pagnol, très simple, entier, et il ne fait aucun mystère. C'est une femme animale. Au début, c'est la chèvre de M. Seguin, quand le séducteur l'appelle et son père lui dit « reviens, reviens ». Et après, c'est une femme mouton, et là, il filme vraiment ça comme ça. Quand elle est emprisonnée dans la cave et qu'on voit son nez à travers des barreaux, c'est un mouton, c'est un pur mouton. C'est une femme, Pagnol filme une femme qui est dans la totale docilité, qui n'est capable d'aucune révolte ni rien, et même quand Fernandel vient la chercher, elle dit oui, alors qu'elle elle dit toujours oui, si vous voulez. Et donc alors que évidemment Josépha est un personnage extraordinaire dans Tony, puisque d'abord le patriarche n'est plus le père, il va mourir en cours de route, c'est-à-dire il n'y a pas la loi du père qui règne sur le scénario, et Josépha est quelqu'un qu'on ne peut pas expliquer. C'est une figure de femme qui n'a pas de psychologie, qui serait, disons, cohérente, enfin, ou en tout cas normale, c'est-à-dire qu'elle est capable de séduire Tony et 5 minutes après de coucher avec l'autre. Et quand il y a cette scène qui est sublime, où évidemment Tony la découvre en train de coucher avec le contremaître, elle dit « c'est comme ça, Tony ». C'est-à-dire, elle ne se justifie pas, elle n'explique rien, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. J'ai couché avec lui, c'est comme ça, et elle va être comme ça jusqu'au bout. Ça ne l'empêche pas, comme chez Pagnol, d'être victime, au total, puisque finalement, elle se retrouve, elle aussi, enfermée dans la ferme, avec le bébé et tout ça, alors qu'au départ, on pensait que c'était une femme très libre. Et on s'aperçoit... Alors, après, il y a un regain de sa liberté, en tout cas sexuelle, quand on comprend qu'elle est aussi la maîtresse voilà, et qu'elle dit on va partir ensemble. Et Tony il dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit oui, on est amants depuis 2 ans. Pour lui c'est impensable. Les hommes sont, si vous voulez, sont très sages enfin par rapport à elle, et elle est. Alors cette histoire est essentielle pour comprendre Renoir, enfin selon moi, c'est-à-dire que Renoir, il a toujours fait des films dans lesquels le désir de la femme est totalement énigmatique. Christine, dans La règle du jeu, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut? On ne peut pas le savoir. Renoir pensait, quand il faisait des films, que les films ne pouvaient pas donner des explications, enfin, ou rendre compte du désir de la femme, qui pour lui était une chose, voilà, il fallait le filmer et c'était tout. Donc là, il y a évidemment la même chose. Il y avait la même chose dans La nuit du carrefour, hein, où la femme est totalement énigmatique. C'est-à-dire, alors que les scénarios chez Pagnol, la femme est tout sauf énigmatique. C'est-à-dire, on sait tout, on comprend tout sur elle. Alors, je vais vous montrer les 2 scènes de séduction pour voir là vraiment la très grande différence. Alors, c'est assez beau, mais c'est du pur théâtre de Pagnol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cinéma. Enfin, il met la caméra devant, la scène est très longue, donc ça repose entièrement sur les acteurs et sur le dialogue. Et ils sont très bien tous les deux. Enfin, on comprend très bien les enjeux, elle, etc. En tout cas, c'est le contraire de la scène qu'on va voir après chez Pagnol, où là, il n'y a que du cinéma. Enfin, c'est-à-dire là, ça m'embête parce que j'ai l'impression de dire du mal de Pagnol contre Renoir, et c'est pas ce que je pense. J'adore Pagnol, donc c'est pas. Voyez, ne pensez pas que cette comparaison elle est faite parce que je détesterais Pagnol, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est l'illustration directe de la formule de Renoir. Tout le monde a ses raisons, et sauf que elle ne se justifie pas. Elle ne donne aucune raison à Tony de l'avoir trompé au moment où il vient de demander sa main à son oncle. Alors, pour être honnête avec Pagnol,
Je vais vous montrer une scène absolument équivalente, absolument magnifique dans Angèle. C'est la scène où l'homme bon qui vient de la montagne, qui est pur et dont l'amour est total, va assister à une scène de tromperie auquel son rival l'a convoqué. Alors là, on est chez Renoir. Enfin, c'est du cinéma et c'est une scène que Renoir aurait pu tourner. Bon, ça pourrait être un plan de Renoir, parfaitement. C'est-à-dire le premier plan, le personnage, l'autre qui est convoqué derrière en voyeur. Voilà, alors, comme toujours au cinéma, l'homme bon, gentil, entier, il n'a aucun intérêt. Le pauvre acteur qui joue ça dans Angèle, il est toujours pareil, voilà, c'est la bonté même. Et évidemment, le voyou est beaucoup plus intéressant, enfin, comme jeu d'acteur, comme séduction, etc., que celui qui est entièrement bon, qui est le maquereau, enfin, celui qui va l'amener à Marseille. Bon, il me reste 5-10 minutes. Je parle des ennuis de la fin du film. Bon, Renoir tourne, tout se passe bien. Pagnol laisse faire absolument Renoir tout ce qu'il veut. Mais à un moment, évidemment, il faut monter et montrer le film. Et là, le film dure très longtemps dans cette phase-là. Et Renoir lui-même dit il faut couper. Si vous voulez, Renoir... C'est pas quelqu'un qui se battait comme ça de façon tout à fait dure. Il acceptait l'économie, il acceptait les conditions de production. Et donc il dit voilà, le film fait quand il finit le montage 130 minutes. Non, d'abord il fait 145 minutes. Et Renoir dit je fais une version à 129. C'est déjà pas mal comme réduction. Mais quand le vendeur de Pagnol, Corbessas, voit le film, il trouve que c'est un film morbide, sombre, et notamment, il y a une chose qui, pour lui, ne passera jamais la censure, c'est qu'une femme tue son mari. Et Renoir ruse, il dit, mais on ne le voit pas. Et effectivement, quand elle tire sur son mari, il fait la coupe et on entend le coup de feu dehors avec les deux autres qui sont en train d'arriver. Donc il dit, il y a non-lieu, puisqu'on ne la voit pas tirer sur son mari, alors que c'est quand même évident que c'est elle qui tire sur son mari. En tout cas, cette scène déjà, elle fait tiquer Corbessas. Et puis la scène, évidemment, qui n'est pas dans le film, et on voit bien qu'il manque quelque chose, c'est la scène qui était digne de Buñuel. C'est une scène absolument buñuelienne. C'est comme la fin de Los Olvidados, quand on prend le type, on le jette à la poubelle, si vous voulez. Donc la fin, c'était, ils prennent le cadavre, ils le mettent dans le charton, ils mettent du linge sale, et tous les deux, ils partent pour aller l'abandonner dans la forêt. Quand on voit le film actuel, on ne comprend rien, puisque le cadavre est déjà au pied de l'arbre, etc. Et là, ils rencontrent les ouvriers qui les accompagnent en chantant et en jouant de la guitare. Donc c'était une scène absolument géniale. Enfin, je veux dire, on imagine ce que c'était que cette scène. Et elle ne passe pas. C'est-à-dire que elle va être coupée. Bon, la sortie du film est un échec. Alors que la sortie d'Angèle avait été un immense succès public, là c'est un gros échec, parce qu'effectivement c'est un film qui est tellement en avance sur les codes, sur le cinéma, sur la psychologie de l'époque, que ça peut pas marcher. C'est intéressant, parce qu'on voit que des films qui sont des échecs, après dans l'histoire du cinéma, ils trouvent leur place. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui sait que Tony a une place essentielle dans l'histoire du cinéma français. Mais à l'époque c'était dur à avaler, et du coup... c'est assez cruel, mais la monteuse de Renoir vient à Marseille et coupe dans les copies qui étaient dans les projecteurs. Et il enlève 27 minutes. C'est-à-dire toute la scène du charton, tout ça disparaît. Et le film, du coup, a ce montage foireux, parce que ça va trop vite et on ne comprend rien.
parce que d'un seul coup, le flic arrive, le voit, le gendarme arrive, le voit, il y a le cadavre, et on se dit, mais comment ils sont arrivés là? Comment le cadavre est arrivé là? Il n'y a aucune explication. Et évidemment, il y avait l'aspect musical du film, c'est-à-dire qu'il y avait la scène au début où Tony l'accompagne, justement, il y a la scène de la guêpe, et puis la scène où les émigrés accompagnaient le charreton en chantant, c'était une rime géniale avec ça, parce que nous, on savait que dans le charreton, il y avait le cadavre. Et là, évidemment, tout ça, toute l'émotion, enfin, qui était liée à ça, et voilà, a disparu. Peut-être il me reste 5 minutes. Je vous montre juste le meurtre, sur cette histoire de la coupe qui fait qu'il ne peut pas être pris en faute, puisqu'on ne voit pas... Voilà, donc vous imaginez bien que Renoir avait filmé le moment où elle tire sur son mari, à ce moment-là. Et après, il prend juste le son du coup de feu et il le déplace. Bref, si je résume... Angèle raconte l'histoire d'une Provence archaïque, d'un univers campagnard déjà révolu au moment où il tourne, puisque ça vient de, si vous voulez, c'est une image nostalgique de la Provence. Et Renoir, lui, filme la même situation, dans le même paysage, mais lui, il prend en compte tout ce qui se passe. À Martigues, les migrants, et il prend aussi, si vous voulez, en compte le phénomène absolument nouveau de l'émigration provisoire et la réalité, tandis que chez Pagnol, la réalité du site, elle n'existe pas. Il fait construire la ferme et il fait son truc comme au théâtre, si vous voulez. Il installe tout comme au théâtre. Alors, évidemment, le Pagnol a des fulgurances. Pagnol, il y a des choses très, très belles. Il utilise son système aussi de dialogue et de jeu d'acteurs, mais le déséquilibre est très, très grand du côté de la modernité, si vous voulez. Il y a des choses modernes chez Pagnol, mais chez Renoir, c'est un film incroyable, sec, brut, si vous voulez, sans la moindre... Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de tac-tac, on saute très très vite d'une scène à l'autre, il n'y a jamais de pathos, ça va très très vite et c'est brut de décoffrage, sans arrêt. Voilà, bon, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps, mais j'ai essayé de dire l'essentiel.